Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la paisible banlieue de Maplewood, dans le New Hampshire, les journées s'écoulaient lentement, comme un vieux disque de jazz qu'on laisse tourner sans jamais vouloir l'arrêter. Le vent y avait l'odeur des pins, et les saisons défilaient avec grâce. Les voisins se saluaient en promenant leurs chiens, les enfants jouaient encore dans les ruelles sans peur, et les dimanches étaient consacrés aux gâteaux maison et aux messes tranquilles. Margaret Blake, 78 ans, était une figure familière dans le quartier. Toujours coiffée d'un chignon soigné, elle portait souvent de larges jupes fleuries et des gilets tricotés main. Sa maison, une structure en bois à la peinture légèrement écaillée, se dressait au bord du lac Willow, paisible miroir d'eau entouré d'érables centenaires. Elle y vivait seule depuis la mort de son mari, John Blake, ancien pilote décoré de l'armée de l'air, disparu d'un cancer foudroyant une décennie plus tôt. Depuis ce jour, Margaret s'était enfermée dans une routine simple, mais rigoureusement organisée. Chaque matin à 7h30, elle préparait son thé au jasmin dans sa vieille théière en porcelaine anglaise, une pièce héritée de sa mère. Elle la déposait toujours sur le napperon brodé posé au centre de la table ronde, entre les pots de confiture maison et la photo encadrée de John, prise le jour de leur 40e anniversaire de mariage. Le charroux de la maison, Whisker, dormait roulé en boule sur le rebord de la fenêtre, réchauffé par les rayons dorés d'un soleil d'été. Les rideaux à motifs floraux flottaient doucement au gré de la brise du matin. Un vieux tourne-disque diffusait en sourdine un morceau de Nat King Cole, apportant une touche de mélancolie à l'air tranquille. Margaret jeta un coup d'œil à son horloge murale en bois, 9h12. Puis, tout bascula. Un fracas assourdissant fit éclater la quiétude. La porte arrière vola littéralement en éclats, projetant des morceaux de bois dans la cuisine. Le chat s'enfuit en bondissant, renversant une chaise. La théière tomba de la table, se brisant au sol dans un bruit de porcelaine éclatée, un éclat de jasmin s'évaporant aussitôt dans l'air comme un parfum de souvenir brisé. 3 hommes. Habillés de noir, masqués, gantés, lourdement armés. L'un d'eux pointait déjà un fusil d'assaut vers elle, les yeux glacés. « Restez tranquille, vieille femme », hurla-t-il en anglais, avec un accent qui trahissait une origine étrangère. Il fouillait frénétiquement les tiroirs de la cuisine, jetant les ustensiles au sol sans ménagement. Les autres se dispersaient dans la maison, renversant des meubles, soulevant les tapis, ouvrant les placards comme s'ils cherchaient quelque chose de très précis. Margaret, figée, leva lentement les mains. Elle sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Son souffle devint court. Elle n'avait pas connu cette sensation depuis longtemps, cette montée d'adrénaline mêlée à la peur pure. « Que faites-vous chez moi ? Qui êtes-vous » murmura-t-elle, d'une voix étonnamment posée malgré le tumulte. L'un des hommes l'ignora. L'autre jeta un œil à un plan sur son téléphone, pointa une armoire près de la cheminée. Elle ne comprenait pas. Pourquoi ici ? Pourquoi elle ? Elle n'avait rien de valeur. Rien à voler. Rien à cacher. Du moins, c'est ce que le monde croyait. Puis, au fond de son regard bleu pâle, une étincelle s'alluma. Subtile. Presque imperceptible. Un éclair que seul un œil attentif aurait pu capter. Ce n'était pas de la peur. C'était un souvenir. Un souvenir enfoui, presque oublié. Le claquement d'un revolver en RDA. Le cliquetis d'un code morse en pleine nuit. Le frisson d'un ordre secret glissé dans un café berlinois. Le froid d'une mission qu'on croyait enterrée à jamais. La Margaret douce et discrète que le voisinage connaissait venait de s'effacer. Et sous ses traits ridés, l'agente Blake s'éveillait de nouveau. Personne dans le quartier ne connaissait la véritable histoire de Margaret Blake. Aux yeux des habitants de Maplewood, elle était simplement Miss Margaret, une vieille dame charmante, autrefois traductrice militaire pendant la guerre froide, une fonction suffisamment vague pour ne jamais susciter trop de curiosité. Les gens souriaient à cette image rassurante, une veuve tranquille, cultivée, aimant la littérature russe, passionnée de mots croisés et de thé anglais. Mais cette façade n'était qu'un masque, soigneusement construit pendant des décennies. Car Margaret Blake n'avait pas seulement traduit des rapports ennuyeux sur des communications entre diplomates. Elle avait été, dans l'ombre,
l'une des plus fines lames de la CIA. Son nom de code, Sparrow 7. Un nom presque effacé des archives. Seuls quelques agents de haut niveau à l'anglais et 2 ou 3 membres de l'ancienne cellule Phantom Echo connaissaient encore son existence. Tous savaient que Margaret n'était pas une simple analyste. C'était une spécialiste des infiltrations en territoire hostile, maîtresse du déguisement, polyglotte, tireuse d'élite, et surtout, imprévisible. Durant plus de 20 ans, elle avait mené des missions classées Black Level, les plus sensibles de l'époque. En 1968, elle avait vécu sous couverture à Berlin-Est, se faisant passer pour la secrétaire d'un attaché culturel est-allemand. Pendant 6 mois, elle avait envoyé des messages codés via des cartes postales touristiques, avertissant les Américains des mouvements du KGB. En 1973, elle avait survécu à une embuscade dans les montagnes de l'Hindoukouch, en Afghanistan, alors qu'elle exfiltrait un scientifique soviétique. Blessée à la jambe, elle avait marché 3 jours dans le froid glacial, son pistolet à la main, avant d'être récupérée par hélicoptère. Mais l'opération la plus marquante, celle dont on parlait encore dans les cercles les plus secrets de l'anglais, avait eu lieu à Prague, en 1981. Un échange de prisonniers avait mal tourné. L'agent américain qu'elle escortait avait été abattu dans une embuscade. Margaret s'était retrouvée seule, encerclée. Plutôt que de fuir, elle avait utilisé les codes de contre-espionnage pour retourner un agent tchèque contre ses propres supérieurs, provoquant un chaos suffisant pour s'échapper, non sans avoir laissé un message cinglant. Sparrow 7 n'oublie jamais. Son style ? Direct, intelligent, jamais spectaculaire. Elle opérait dans le silence, dans les ruelles sombres, les couloirs de pouvoir, les trains bondés de l'Est. Elle avait connu la peur, la douleur, la solitude. Elle avait aimé une seule fois, John Blake, son contact de liaison à Berlin-Ouest, un major de l'US Air Force. Ils s'étaient mariés en 1984, après qu'elle eut pris sa retraite. En réalité, elle avait simplement choisi de disparaître des radars. Lorsque John mourut, des années plus tard, tout son univers s'effondra. Margaret décida alors de tout enterrer. L'arme qu'elle portait pendant 20 ans ? Enfermée dans une mallette au fond de la cave. Son ancien passeport diplomatique ? Coupé en 2. Les carnets de code ? Gommés ligne par ligne. Elle s'était jurée de ne plus jamais replonger. Devenir simplement la vieille dame qui nourrit les canards au bord du lac. Elle avait même acheté un tricot et appris à cuisiner des tartes aux pommes. Mais la vérité ne reste jamais enterrée bien longtemps. Et ce matin-là, alors que des hommes armés saccageaient sa maison, le passé ressurgit. Pas seulement dans les bruits, les gestes, les réflexes. Mais dans son instinct de survie, dans cette clarté glacée qui revenait au galop, comme une vieille amie revenue du froid. Elle avait été Sparrow 7. Et peut-être, elle l'était encore. Les hommes cherchaient quelque chose. Pas de l'argent, ni des bijoux. Ils ignoraient même les objets de valeur visibles dans la maison. Leur fouille était méthodique, chirurgicale. Ils vidaient les tiroirs, démontaient les prises, passaient les murs au détecteur. Ce n'était pas un cambriolage. C'était une opération de récupération. Un ciblage précis. Préparé. Ils étaient venus pour un disque dur. Mais pas n'importe lequel. Un petit disque externe, noir, ancien modèle de stockage militaire, format Cryptex, dont l'accès nécessitait à la fois une clé physique et un code biométrique. Ce disque contenait une copie fantôme du Project Sentinel, un dossier que Margaret avait conservé contre toute règle, à une époque où elle croyait encore qu'elle devrait un jour le ressortir. Elle avait hésité à le détruire. Mais quelque chose l'en avait empêché. Une intuition. Et voilà que cette intuition revenait la frapper de plein fouet. On sait que vous l'avez, Margaret Blake. Donnez-le-nous et tout cela s'arrête. La voix du chef était grave, posée, presque courtoise. L'homme portait un accent identifiable, slave, légèrement brisé, trop poli pour être spontané. Probablement un ancien agent du GRU ou du SVR, aujourd'hui reconverti dans le mercenariat. Pas un amateur. Il ne haussait pas le ton, il donnait des ultimatums, pas des ordres. Margaret ne répondit rien. Mais son esprit tournait à pleine vitesse. Elle repassait mentalement les gestes d'une extraction.
Analyse de terrain. Point d'accès. Faille de sécurité. Composition de l'équipe ennemie, 3 hommes visibles. Un chef, 2 exécutants. Potentiellement un 4e en surveillance extérieure. Communication par oreillette. Armes compactes. Fusil d'assaut silencieux. Formation militaire certaine. Ils n'étaient pas venus pour négocier. Ils étaient venus pour effacer. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. S'ils avaient été mandatés uniquement pour tuer, ils l'auraient fait dès l'entrée. Mais leur insistance prouvait qu'ils avaient besoin de localiser le disque. Ils n'en connaissaient pas l'emplacement exact. Ils comptaient sur elle pour le leur livrer. Mauvais calcul. Elle tourna légèrement la tête, fixant l'horloge murale au-dessus de la cheminée. 9h21. Une information précise jaillit de sa mémoire comme un réflexe pavlovien. Tous les jours, à 9h29, la patrouille de sécurité communautaire du quartier des jeunes vétérans armés passe devant sa rue. Il change de secteur à cette heure-là, et s'arrête exactement 40 secondes au carrefour voisin pour effectuer une pause de transmission. Cela lui donnait 8 minutes. 8 minutes pour désorienter, gagner du temps, contre-attaquer, ou disparaître. Margaret sentait les années dans ses articulations, mais la précision militaire n'avait jamais quitté ses gestes. Elle savait que ces hommes la sous-estimaient. Ils la voyaient comme une vieille femme dépassée, affaiblie, peut-être même confuse. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Margaret Blake n'était jamais désarmée. Pas vraiment. Et certainement pas dans sa propre maison. Elle les mena vers la cave. Sa voix, calme mais tremblante, avait cette fragilité feinte que seuls les très vieux acteurs savent jouer. C'est là, ce que vous cherchez. Le chef hocha la tête vers ses 2 acolytes. L'un d'eux la poussa légèrement dans le dos, son doigt crispé sur la gâchette. Margaret resta droite. Elle ne tremblait pas. Elle bougeait lentement, oui. Mais c'était une lenteur calculée. Un masque. Un piège. Dans le salon, elle s'arrêta devant un vieux tapis oriental râpé, délavé par les années. Ses motifs, autrefois rouges et or, étaient devenus gris et bruns. Mais sous ses pieds, la vérité dormait. Elle se pencha, grimaçant légèrement comme si ses articulations la faisaient souffrir, et tira sur une boucle de tissu invisible à l'œil nu. Un déclic discret retentit. Une trappe s'ouvrit en silence. Le bois était renforcé, taillé sur mesure il y a plus de 30 ans. « Descendez », ordonna l'un des hommes. Margaret hocha la tête. Elle descendit lentement l'escalier de pierre humide, éclairé par une simple ampoule nue suspendue au plafond. La lumière jaunâtre dansait sur les murs. Le ciment craquait. Une odeur d'encaustique, de poussière et de mémoire flottait dans l'air. En bas, tout semblait figé dans le temps, des cartons de décoration de Noël empilés, des étagères chargées de bocaux et de livres, une vieille table d'atelier. Rien ne trahissait l'ancienne vie de cette femme. Sauf, peut-être, le coin le plus sombre de la cave. Là, à moitié caché derrière une vieille valise et un sapin synthétique couvert de toile d'araignée, se trouvait la mallette noire. Margaret s'en approcha avec lenteur. Elle s'accroupit avec précaution. Souffla la poussière sur le couvercle. Le métal mat révéla à peine une inscription gravée à l'acide, presque illisible, Sparrow 7, Dono t'engage. Elle posa ses doigts sur le petit capteur d'empreinte digitale. Un bip bref. La serrure céda. La mallette s'ouvrit. Pas de disque dur. Mais un contenu autrement plus dangereux. À l'intérieur, parfaitement aligné comme un rite militaire. Un Glock 19, graissé, entretenu, chargé. Un badge d'accès désactivé de l'anglais, numéro de série effacé à moitié. Et un petit carnet en cuir noirci, jauni sur les bords, à peine plus grand qu'une paume. Margaret tendit la main vers ce carnet. Elle le tint quelques secondes, comme si elle serrait un vieil ami. Puis elle le rouvrit. Sur la première page, écrite à l'encre bleue, une date. Opération Orpheline 1983. Les pages suivantes? Des noms. Des coordonnées. Des codes d'accès. Des localisations d'anciens sites de communication classifiés. Des choses que personne ne devrait posséder. Des choses qui, entre de mauvaises mains,
pourrait faire tomber des gouvernements entiers. Elle ferma le carnet et se redressa. Derrière elle, les 3 hommes se figèrent. Elle ne tremblait plus. C'était terminé, pensèrent-ils. Ils allaient obtenir ce qu'ils voulaient. Mais ce fut Margaret qui parla la première. D'une voix froide. Implacable. En anglais parfait, sans l'ombre d'un accent. Je ne sais pas pour qui vous travaillez. Mais vous êtes venu mourir chez moi. Le chef haussa les sourcils. Il comprit à peine ce qu'elle disait. Trop tard. Margaret fit un demi-tour rapide, bras tendus. 3 détonations sèches, précises. Le Glock rugit comme une vieille bête réveillée après des années de silence. Premier tir, gorge. Deuxième, cœur. Troisième, œil. Pas de gaspillage. Pas d'erreur. 2 tombèrent instantanément, comme des marionnettes dont on coupe les fils. Le troisième, touché à la clavicule, tenta de lever son arme. Margaret n'hésita pas. Elle tira une 4e balle, nette, en plein front. Silence. Un silence lourd, rempli de fumée, de cordite, de mémoire. Margaret respira profondément, les bras encore tendus. Elle sentit le poids du Glock dans sa main. Solide. Rassurant. Comme si toutes ces années n'avaient jamais existé. Comme si Sparrow 7 n'avait jamais disparu. Elle regarda les corps au sol. Puis leva les yeux vers l'ampoule qui oscillait faiblement au plafond. À 9h32, l'air était chargé de l'odeur âcre de poudre. Les corps des intrus gisaient dans la cave, étendus comme de simples ombres abandonnées à l'histoire. Margaret Blake monta lentement les marches. Ses jambes, raides mais solides, portaient maintenant un poids différent, celui du retour. Non pas celui d'un héros, mais d'un fantôme réveillé par la nécessité. Lorsqu'elle atteignit le salon, elle balaya du regard la scène de chaos, les tiroirs éventrés, les objets renversés, les souvenirs brisés. Le thé au jasmin, froid, s'était infiltré dans les fissures du parquet. Whisker, le chat, était tapis sous un meuble, les yeux grands ouverts. Elle marcha droit vers une commode ancienne, ouvrit un tiroir dissimulé derrière un double fond, et en sortit un petit téléphone satellitaire sécurisé, un modèle obsolète pour le commun des mortels, mais encore activé pour certaines lignes dormantes. Ses doigts, malgré les années, pianotèrent un code de sécurité, puis un numéro composé de 10 chiffres. Le combiné émit 3 tonalités brèves. Puis, une voix, grave et reconnaissable entre toutes, répondit immédiatement. Kane. Elle n'avait pas entendu cette voix depuis 15 ans. Elle avait vieilli, un peu plus rauque, plus posée, mais toujours droite, toujours présente. David Kane, ex-agent de la NSA, devenu professeur en cybersécurité au MIT, était l'un des rares encore en vie à connaître l'identité de Sparrow 7. Il avait été son supérieur technique, son confident, son égal. À une époque, il avait même été autre chose. Mais ils avaient chacun choisi la mission plutôt que le cœur. Margaret n'hésita pas. C'est Sparrow 7. Ils sont revenus. Un silence glacial s'abattit de l'autre côté. Long. Chargé. Puis. Où es-tu? Chez moi. Mais je ne peux pas rester. Ils n'étaient pas seuls. Je crois qu'ils ont activé la directive 0. Un nouveau silence. Mais cette fois, l'adrénaline se lisait dans la respiration contenue de Kane. La directive 0. Elle n'avait été évoquée que dans des scénarios extrêmes. C'était le protocole d'effacement total, lorsque certains secrets, jugés trop dangereux même pour les États-Unis eux-mêmes, menaçaient de refaire surface, des forces indépendantes, souvent paramilitaires, sous-traitées, déconnectées du gouvernement officiel, étaient envoyées pour nettoyer tout ce qui s'y rapportait. Y compris les témoins. Y compris les anciens agents. Y compris Margaret. Bon sang. Souffla Kane. D'accord. Rejoins le point Charlie. Tout de suite. Pas d'arrêt, pas de détour. Je t'attends. Point Charlie. Un nom qui appartenait à une autre vie. Un ancien relais d'écoute désaffecté, perdu dans les montagnes du Vermont, camouflé dans une station de ski abandonnée. C'était là-bas que, 20 ans plus tôt, ils avaient décrypté les premières données du Project Sentinel. Là-bas qu'ils avaient décidé,
ensemble, d'enterrer la vérité. Mais il était temps de creuser à nouveau. Margaret ne dit rien d'autre. Elle raccrocha. Puis elle se dirigea vers la chambre. En moins de 5 minutes, elle s'était changée, un jean épais, une chemise sombre, une veste doublée. Dans une trousse en cuir, elle glissa le carnet en cuir noir, une arme de poing, un chargeur supplémentaire, une clé USB et une paire de gants. Elle prit également une photographie d'elle et John, glissée dans la doublure de son sac. Elle jeta un dernier regard à sa maison. Chaque mur contenait un souvenir. Chaque rideau, un fragment de paix. Mais la paix était terminée. Margaret Blake n'était plus une grand-mère. Elle redevenait l'agente Sparrow 7. Pas par choix. Par nécessité. Et cette fois, elle n'était pas venue pour sauver un agent. Elle était venue pour faire tomber un empire. Ce que les mercenaires cherchaient n'était pas un mythe. Project Sentinel avait bel et bien existé. Né en 1983, dans les coulisses opaques de la guerre froide technologique, c'était l'un des programmes de surveillance les plus ambitieux et les plus dangereux jamais conçus par les services de renseignement américains. Officiellement, il s'agissait d'un satellite expérimental destiné à détecter des interférences électromagnétiques dans l'espace. Mais la vérité était bien plus sombre. Sentinel était un œil omniscient, positionné en orbite basse, doté d'un système de captation audio révolutionnaire pour l'époque, capable d'intercepter toute communication électronique, appels téléphoniques, signaux radio, transmissions diplomatiques y compris celles des Alliés. Le satellite utilisait un algorithme de tri comportemental, basé sur des mots-clés, des intonations et des modèles linguistiques, pour signaler tout discours, potentiellement subversif. En clair, un espion céleste, au service d'une paranoïa étatique. Officiellement, le programme avait été démantelé en 1991, après une série de scandales internes et la chute de l'URSS. Officieusement, certains de ses composants avaient été revendus, détournés, ou dissimulés. Un groupe d'anciens décideurs, mêlant agences de renseignement, lobbyistes militaires et géants de la tech naissante, avait décidé de le ressusciter, en silence, sous un autre nom, Sentinel Rebirth. Et l'un des derniers exemplaires du dossier d'origine, incluant les noms des architectes, les protocoles d'écoute, les preuves de violation de traités internationaux, se trouvait dans un support aussi inattendu que discret. Le médaillon que Margaret portait autour du cou. Une pièce simple, ronde, au design ancien. Un souvenir de son mari, John. À l'intérieur, sa photo, et une puce mémoire nano-cryptée glissée dans la charnière. Invisible à l'œil nu. Un bijou inoffensif, sentimental. Mais aussi une bombe politique. L'un des mercenaires, dans sa fouille brutale, avait tenté de l'écraser sous sa botte. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Quelques heures plus tard, à Boston, Margaret retrouva David Kane dans un entrepôt désaffecté près du port. L'endroit était vide, poussiéreux, rempli d'échos. Une cache utilisée jadis pour les extractions clandestines. Rien n'y avait bougé depuis 20 ans, sauf la rouille. David avait vieilli. Des cheveux blancs aux tempes. Une main tremblante. Mais ses yeux, eux, étaient toujours aussi clairs. Et pleins de questions. Margaret ne perdit pas de temps. Elle posa le médaillon sur une tablette sécurisée reliée à un ancien lecteur Cryptex. David tapa plusieurs codes manuels. Une LED verte s'alluma. Si ce que tu dis est vrai, alors nous avons dans ce bijou de quoi faire s'effondrer des tours. Le silence tomba pendant les 20 minutes que dura le décodage. Puis le premier fichier s'ouvrit. Des centaines de pages. Des milliers de lignes de code. Des noms. Des dates. Des plans de surveillance mondiale. Des correspondances internes entre responsables politiques et dirigeants de multinationales. On y lisait noir sur blanc les intentions réelles du programme ressuscité. Créer une cartographie comportementale globale de la population. Identifier les leaders d'opinion. Détecter les débuts de révolte. Provoquer, manipuler, contenir, réécrire. Une page, en particulier, glaça le sang de David. Nom de code, Opération Mirrorfield. Objectif, provoquer de faux mouvements citoyens dans certains pays stratégiques afin d'affaiblir des démocraties hostiles aux intérêts économiques américains.
Margaret referma le fichier. Son visage était calme. Grave. Tu comprends maintenant pourquoi ils ont réactivé la directive 0. Ce programme, c'est plus qu'un scandale. C'est une arme. Ils ne laisseront rien ni personne rester debout. David la regarda. Il savait ce qu'elle allait proposer. Mais Margaret ne voulait ni vengeance, ni procès-spectacle. Elle ne voulait pas voir sa tête à la une des journaux. Ni recevoir une médaille posthume. Elle voulait la vérité. Transmise. Publiée. Surtout, crue. Alors elle prit une décision. Elle confia les preuves à une jeune journaliste indépendante, Naomi Carter, qu'elle avait repérée depuis des mois. Une femme tenace, intègre, sans affiliation politique, et déjà menacée à plusieurs reprises pour ses enquêtes sur la corruption des réseaux sociaux. Margaret l'attira dans un lieu sûr, lui transmit la totalité des fichiers avec un seul mot. Ne me croyez pas vérifier tout. Et quand vous serez prête, publiez. Même si ça vous détruit. Naomi Carter hésita, puis accepta. Après la tempête des révélations, Margaret Blake disparut. Officiellement, le monde apprit quelques semaines plus tard qu'elle était morte paisiblement d'un infarctus, à l'âge de 78 ans, dans une résidence pour personnes âgées du New Hampshire. Une cérémonie sobre, quelques fleurs, des condoléances envoyées par des voisins et d'anciens collègues de l'armée. Mais dans les cercles étroits du renseignement, la vérité semblait bien plus complexe. Car certains murmuraient que Margaret n'était pas partie. Qu'elle avait simulé sa mort. Qu'elle s'était fondue dans l'ombre qu'elle avait toujours connue, préférant l'invisibilité à la lumière crue des projecteurs. D'après ces rumeurs, elle voyageait encore discrète, furtive entre les ruelles anciennes de Berlin, les ports brumeux de Lisbonne, les forêts épaisses de la Patagonie. À chaque escale, elle aidait ceux qui, comme elle, avaient été jetés aux marges de la société après avoir servi dans l'ombre. Elle leur tendait la main pour reconstruire une vie normale, humaine. Mais elle n'hésitait pas non plus à frapper, quand l'un d'eux franchissait la ligne, trahissant leur code, mettant en péril la fragile paix du monde qu'ils avaient aidé à protéger. À la CIA, à l'anglais, son souvenir ne s'effaça pas. Dans un couloir discret, loin des bureaux principaux, une petite plaque fut installée, presque cachée par un rayon de soleil filtrant à travers les stores. À celle qui nous a protégés dans l'ombre, et qui a su se battre même quand le monde l'avait oublié. Sparrow 7. Personne ne se souvenait plus exactement qui avait fait poser cette plaque, ni à quelle date. Mais elle était là, comme un hommage silencieux. Un signe, une reconnaissance muette pour une femme qui avait été invisible aux yeux du monde, mais pas à ceux de ceux qui savaient. Et à Maplewood, la maison en bois au bord du lac Willow était désormais vide. Les volets abîmés claquaient au vent d'automne. Le vieux tapis usé à l'entrée gardait encore l'empreinte de pas éphémères. Mais une chose restait, fidèle au temps, Whisker, le charroux, toujours là, perché sur le rebord de la fenêtre. Ses yeux verts scrutaient l'horizon chaque matin, chaque soir, comme s'il attendait que sa maîtresse franchisse la porte. Et dans ce regard, une promesse silencieuse. Margaret reviendrait peut-être un jour. Ou peut-être, elle veillait déjà, invisible, dans l'ombre que personne ne voyait.